Merci d'être présent. Je me présente, Yves Perron, porte-parole en agriculture agroalimentaire et gestion de l'offre pour le Bloc québécois. Je suis accompagné du chef Yves-François Blanchet et de Marcel Groslot, qui est président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Il me fait plaisir de vous annoncer que c'est cet après-midi qu'aura lieu la première heure de débat en deuxième lecture du projet de loi C-216. C'est un projet de loi qui est déposé par le Bloc québécois, qui a pour objectif de protéger notre système de gestion de l'offre de façon définitive, une fois pour toutes, en l'excluant de facto notre modèle agricole des prochaines négociations commerciales. C'est un projet de loi qui est ambitieux et nécessaire. L'histoire nous a démontré qu'on ne peut pas se fier aux paroles et aux promesses des différents gouvernements. Les promesses faites à chaque fois sont non tenues. Une loi forcera le gouvernement en place, peu importe sa couleur, à ne pas marchander notre modèle agricole. Je profite aussi de l'occasion pour aborder la question des compensations. Un autre secteur où les paroles ne sont pas tenues. Les producteurs, les transformateurs attendent toujours l'annonce des programmes et le versement complet des sommes promises. Ils se retrouvent la plupart du temps pris en otage et servent de promesses électorales. Cela a assez duré. Nous demandons au gouvernement de respecter sa parole, de respecter nos producteurs et nos transformateurs et de verser, d'annoncer l'ensemble des compensations pour l'ensemble des secteurs dans la mise à jour économique du 30 novembre. Quant au projet de loi C-216, nous demandons de façon non partisane à l'ensemble des partis présents à la Chambre des communes d'appuyer ce projet de loi. Ensemble, protégeons une fois pour toutes notre modèle agricole. Je cède maintenant la parole à Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles. Merci, M. Perron. Alors, bonjour, M. Blanchet. Il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui lors de ce point de presse-là pour remercier d'abord le Bloc québécois d'avoir déposé le projet de loi C-216 et demander que les autres partis siégeant à la Chambre des communes appuient ce projet de loi-là. Les producteurs sous gestion de l'offre, dont plusieurs habitent au Québec, ont fait les frais des dernières négociations bilatérales ou multilatérales que le Canada a conduites. D'abord avec l'Europe, ensuite avec le PTP-GP, et plus récemment avec l'ACUM, qui se voulait le renouvellement de l'ALENA. On comprend que pour le Canada, ces accords-là puissent être importants. N'en reste pas moins que les producteurs sous gestion de l'offre sont ceux au Canada qui ont fait les frais de ces accords-là. Au lendemain de l'accord qui a été négocié avec les États-Unis, l'ACUM, j'ai rencontré M. Trudeau et Mme Freeland. Et à ce moment-là, ils nous ont tous les deux assuré qu'il n'y aurait plus de concessions pour les produits sous gestion de l'offre par le Canada dans les prochaines négociations et que les producteurs allaient être compensés équitablement, justement et équitablement, pour les dommages subis lors des dernières négociations. Alors, le projet de loi C-216 confirmerait que cet engagement-là, maintes fois prise par les différents partis politiques, soit respecté. Et également, je le réitère, l'importance que les compensations promises soient versées. La gestion de l'offre demeure un des systèmes les plus performants au niveau agricole. C'est un système qui limite la surproduction, qui limite l'intervention des États pour que ce soit pour subventionner les exportations ou subventionner la chute des prix due à la surproduction. C'est un système qui assure l'approvisionnement des Canadiens en volaille, en œufs et en lait. Et c'est un système qui répond entièrement au principe d'autonomie alimentaire, de plus en plus cher aux citoyens du Québec et du Canada. Alors, en conclusion, nous demandons aux différents partis politiques d'appuyer C-216, de respecter leurs engagements vis-à-vis des producteurs de gestion de l'offre au Québec que je représente et
de s'assurer également que dans les prochaines négociations, il n'y ait pas d'autres concessions. Alors, merci beaucoup. Bien le bonjour. C-216 est un projet de loi qui a une grande importance à plusieurs égards. Comme le disait Marcel, que je salue d'ailleurs, la gestion de l'offre est peut-être le modèle le plus approprié d'encadrement, de soutien, de préservation, de pérennité de la production agricole. Il n'est pas parfait. La preuve en étant notamment dans la concentration qu'on observe malgré notre volonté de préserver un modèle québécois d'agriculture, les problèmes de transmission des propriétés agricoles, les problèmes de relève agricole, les problèmes environnementaux pour lesquels souvent les producteurs manquent de ressources et d'encadrement, il reste des défis. Mais la gestion de l'offre reste vraisemblablement le meilleur modèle. Et j'en prends pour exemple la crise agricole qui secoue le Midwest américain présentement. Une agriculture américaine qui est largement subventionnée par les États, de toute façon. C'est au-delà de ça un fondement de l'économie des régions du Québec. Les régions du Québec ne se seraient pas développées et ne se maintiendraient pas avec leur niveau d'activité économique actuel sans le modèle agricole québécois. Qu'on égrène, qu'on émiette depuis les années 90 avec l'OMC, pardon. Il faut assurément en assurer la protection. Et comme le disait Yves, à chaque occasion, le gouvernement fédéral s'engage la main sur le cœur à ne pas sacrifier davantage la gestion de l'offre. Et à chaque occasion, il sacrifie davantage la gestion de l'offre. Et à chaque occasion, il s'engage à verser des compensations dont une année sur 8 de un seul accord a été versée à date, alors que 2020 achève sans deuxième chèque de compensation, alors que les transformateurs ne sont pas couverts, alors que d'autres secteurs qui sont sous gestion de l'offre sont même pas couverts à ce stade-ci. Et le gouvernement canadien veut faire adopter ce qui serait une transposition au Royaume-Uni du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe actuelle. On a non seulement le droit, on a l'obligation d'avoir des doutes importants quant à la sincérité d'un gouvernement qui à chaque fois promet qu'il ne cédera pas la gestion de l'offre, qu'il ne compromettra pas ce qui est crucial pour le modèle économique des régions du Québec et qui le fait à chaque fois. Quelle est la meilleure protection possible? Une loi. Une loi qui attache les mains au gouvernement, quels que soient les gouvernements futurs, et qui assure, c'est un moyen parmi d'autres, mais celui-là est devenu incontournable, une certaine pérennité au modèle agricole si important pour les régions du Québec. Donc, que M. Groslot soit avec nous ici aujourd'hui, c'est un signe important. Nous savons que les régions considèrent que cette loi-là sera très importante et nous invitons tout le monde à vouloir voter en sa faveur rapidement. Merci. Nous allons maintenant commencer la période de questions. Comme à l'habitude, une question et une question de suivi par journaliste. Nous allons commencer avec 3 questions au téléphone, puis passer aux questions dans la salle. Opératrice, avons-nous une première question? Merci. If you have a question, please press star 1. Si vous avez une question, faites étoile 1. Nous avons une question de Émilie Bergeron de l'agence QMI. La parole est à vous. Oui, bonjour. Je voulais d'abord vous entendre sur la loi 101, étant donné que vous avez déposé votre projet de loi aujourd'hui et que Québec a fait son annonce. M. Trudeau, en point de presse, dit on va regarder les propositions, en gros. Que pensez-vous de ce genre de réponse? Et aussi, demain soir, il va y avoir un débat aux communes sur la protection du français. À quoi vous attendez? Pour demain soir, je m'attends au privilège et à l'honneur d'y participer moi-même parce que cet enjeu-là a pris récemment une importance cruciale. J'ai l'impression que les Québécois en ont eu assez dans un certain nombre de dossiers où on les a culpabilisés, où on a dit qu'ils étaient dans le tort et qu'ils agressaient les libertés des autres. On l'a vu dans le dossier de la laïcité, où un large consensus québécois a dit « ça va faire, on a notre loi, on la garde, on l'apprécie ». Le fédéral investit contre le Québec dans ça. On l'a vu récemment dans le dossier de la liberté d'expression, où les Québécois ont dit, pour nous, la liberté d'expression est une valeur sur laquelle on négociera pas. Large consensus. On le voit dans un certain nombre de dossiers, et j'espère qu'on va le voir dans le dossier de la langue. J'espère que les Québécois vont dire,
que cette fois-ci, parce que ça dure depuis tellement longtemps, ils vont appuyer fortement toutes les mesures qui visent à protéger le français. Le Bloc québécois en a proposé une quant à la citoyenneté, pour qu'un citoyen qui veut faire sa demande à partir du Québec doit avoir une maîtrise minimale du français. On va de l'avant aujourd'hui avec quelque chose qui recoupe ce que Québec fait. C'est une très belle synchronisation qui est plutôt due au hasard des circonstances parlementaires, mais qui nous convient beaucoup pour que les entreprises sous juridiction fédérale soient assujetties à la loi 101, qu'il n'y ait pas des morceaux du territoire québécois qui soient traités comme s'ils n'étaient pas au Québec et qu'ils n'étaient pas assujettis aux lois du Québec. Et le gouvernement a beaucoup de chaudrons au feu en matière linguistique qu'il va devoir regarder à très, très court terme. Je ne me fais pas d'illusions. Le gouvernement fédéral n'a aucune sympathie pour la préservation et la protection du français, quoi qu'il en dise. Mais si la pression publique des Québécois est suffisamment forte et consensuelle, il n'aura pas le choix que de se soumettre à la volonté populaire des Québécois qui veulent une protection de leur langue, une protection de leurs valeurs en général. En suivi? J'aimerais aussi vous entendre sur ce que M. Trudeau a dit sur la vaccination ce matin. En quelque sorte, il a dit que c'est normal que les pays qui ont des grosses pharmaceutiques qui produisent des vaccins priorisent d'abord la distribution sur leur territoire. Que pensez-vous de ce genre de propos? Ultimement, on parle de la santé et compte tenu des délais, on parle de la vie de centaines et peut-être de milliers de Québécois et de Canadiens. Ça commande un ton prudent et rigoureux. D'abord, si la recherche pharmaceutique ne se fait plus au Canada, les gouvernements n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Jusqu'à il y a peu de temps, le Québec et le Canada étaient des hauts lieux de la recherche pharmaceutique. Deuxièmement, lorsqu'un gouvernement va négocier sur les marchés internationaux auprès des entreprises pharmaceutiques 400 millions de doses de vaccins, je présume qu'il a l'intelligence de s'assurer du moment de l'approvisionnement. On ne peut pas dire que parce que nous n'avons pas nous-mêmes développé le vaccin, on va passer après tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne quand on achète, ou au moins quand on négocie comme du monde. Donc, ma question au premier ministre, coudon, c'est qui a mal négocié de même? Comment va-t-on expliquer aux Québécois et aux Canadiens qu'entre le moment où les premiers citoyens américains vont commencer à avoir le vaccin dans quelques semaines à peine et le moment où des citoyens du Québec et du Canada vont commencer à avoir le vaccin selon ce qu'il dit dans plusieurs mois, il va y avoir une continuité dans la propagation de la maladie et je suis extraordinairement désolé de le dire, mais il va y avoir des décès. Je comprends les règles d'homologation canadiennes qui sont souvent plus sévères que les règles américaines. Sur le long terme, ça se justifie, mais dans une crise immédiate comme maintenant, il n'existe aucune alternative que de faire les changements et les compromis nécessaires pour que les vaccins soient disponibles pour les Canadiens et les Québécois à peu près au même moment que pour n'importe qui d'autre. Et je ne veux entendre aucun prétexte logistique ou économique. On parle de vie humaine. Quelqu'un qui a la mauvaise habitude de se vanter pour ce qu'il n'a déjà pas bien fait devrait assurément pas éviter ses responsabilités dans ce cas-ci. Opératrice, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Lina Dib, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, M. Blanchet, pour continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire que M. Trudeau n'a pas dit c'est parce qu'il faut qu'on passe d'abord par une révision à Santé Canada que ça va prendre plus de temps. Ce qu'il a dit, c'est que vu que ces producteurs-là, ils sont aux États-Unis ou en Allemagne, c'est normal qu'ils commencent par donner leur dose à leur monde avant de nous le donner à nous. Alors, à ça, vous répondez quoi à ça? Je réponds d'abord à la première partie de votre commentaire, qu'il est quand même exact. Je prendrai comme exemple, justement, en agriculture, que le Canada et le Québec ont souvent des règles de sécurité et d'homologation plus sévères que celles qui se pratiquent à l'étranger. Ça reste quelque chose de réel et que ça ne devrait pas. L'autre élément, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas un vaccin qu'on ne peut pas y avoir accès
aussi rapidement parce que la production de ces entreprises-là est bien sûr déjà commencée. Je doute qu'elles aient attendu d'avoir procédé à l'ensemble des recherches avant de commencer à faire la production en grande quantité de ces vaccins-là. Puis, entre le moment du premier vaccin 0,001% de la population américaine ou allemande et le moment où l'entièreté de la population de ces pays-là va avoir été vaccinée, il n'est pas imaginable que tel soit le délai qu'on attendrait. Le Canada devrait avoir négocié avec ses plus proches alliés économiques et commerciaux un accès aussi rapide que eux au vaccin. Il n'est pas légitime ou pertinent et assurément pas habile de ne pas s'être assuré dans la négociation d'avoir un accès rapide aux doses du vaccin. C'est insensé d'aller dire aux Québécois et aux Canadiens, c'est plate, on n'en produit pas, vous allez attendre 2 mois, bonne chance. D'accord. Mon autre question est à propos des compensations pour la gestion de l'offre. Peut-être M. Groslot ou M. Perron, je ne sais pas. Je cherche le chiffre. On en est où exactement? Combien est-ce qu'il reste à payer et qui n'a pas été payé et que vous voudriez voir dans l'énoncé économique du 30 novembre? Marcel? En fait, il reste encore des négociations à poursuivre avec les producteurs et les producteurs de lait. Si ma mémoire est bonne, là, ont reçu environ le tiers de ce qu'ils étaient supposés obtenir. Alors, mais je vous dis ça de mémoire, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais voilà. Les transformateurs laitiers qui devraient également être compensés parce qu'ils ont des pertes importantes n'ont pas eu de compensation non plus. Alors, il reste encore beaucoup de travail à faire et c'est pas faute de la présence des producteurs et de la volonté des producteurs d'être à ces tables. J'espérais un chiffre en dollars. Malheureusement, je ne suis pas en mesure pour de vous donner un chiffre. Si je me souviens bien, c'est 450 millions qui avaient été versés dans le premier versement. Mais les pertes on se chiffre en milliards de dollars là, pour l'ensemble des producteurs de gestion de l'offre au Canada. Là. Donc, on est loin du compte au moment où on se parle. Là, précisons une chose assez importante ici. Il n'y a même pas encore de compensation d'annoncé ou de convenu pour le dernier traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Le gouvernement a dit, écoutez, on va faire des concessions sur la gestion de l'offre, mais mettez-vous pas inquiète. On va vous compenser. Il y a des chèques qui s'en viennent. Puis finalement, les chèques ne sont pas versés, les compensations ne sont pas négociées, ne sont pas mises en œuvre. Il y a des secteurs, la transformation, la volaille, les œufs qui ne sont pas couverts par les ententes. Et il n'y a même pas de début de discussion sur les derniers traités. Puis on commence à négocier encore un autre traité dont on n'a pas de garantie que la gestion d'offre ne sera pas encore sacrifiée. Est-ce que les producteurs agricoles peuvent arrêter de faire les frais de la volonté du Canada de négocier des ententes de libre-échange qui deviennent abusives? Les montants de plusieurs secteurs, on ne les connaît pas, mais sont établis. Des acteurs du milieu là, ont eu des négociations avec le gouvernement fédéral. Il y a des chiffres qui sont établis même depuis le mois d'août 2019 là, pour la plupart des accords, mis à part la CA. Mais ils ne peuvent pas les révéler parce qu'ils sont en processus. Puis c'est correct, puis c'est normal. Sauf que, voyez-vous, la grosseur de ce phénomène-là et de cette injustice-là, c'est qu'on les fait traîner dans le temps. Puis on n'a pas le droit de dire les chiffres. Puis on le sait que c'est des milliards de dollars. Juste pour le secteur laitier, là, c'était 1,75 milliard de dollars les versements sur 8 ans. Là. On a eu l'équivalent des 2 premières années, je crois. Fait que, imaginez-vous, là, l'argent que ça fait. Bon, on est en pandémie. Je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais une pandémie, là, on a besoin d'argent, on a besoin de liquidité. Puis actuellement, on n'en a pas. Puis on a eu très, très, très peu de soutien directement à l'agriculture. Je vais m'arrêter là. Opératrice, avons-nous une prochaine question? Merci. La prochaine question est de Boris Proulx, Le Devoir. La parole est à vous. Bonjour, M. Blanchette. J'aimerais vous amener sur le terrain de la Chine et Huawei. Il y a un groupe qui s'appelle Free Meng Wanzhou, Libéré Meng Wanzhou, et il y a 2 élus, donc une du NPD et un vert, qui vont prendre la parole à
cette affaire-là. Il demande que le ministre de la Justice utilise son pouvoir discrétionnaire pour libérer Mme Meng. Je voulais savoir s'il y avait de l'appétit pour ça du côté du Bloc québécois. Il y a un appétit très limité pour ça du côté du Bloc québécois. J'ai l'impression que ce dossier-là, par la force des choses, parce que ça a traîné, le dicton est bien connu, devient de plus en plus complexe. La relation avec la Chine est complexe. Le dossier Huawei est complexe. Les incertitudes qui viennent avec cette entreprise ou les technologies de cette entreprise-là sont bien réelles. Le 5G n'est pas tributaire de Huawei. Il y a d'autres manières de déployer le 5G que Huawei, bien sûr. Et dans le dossier de cette haute dirigeante, le problème, c'est que le Canada a peut-être simplement servi de bras aux États-Unis et ça a été un peu imprudent comme geste. Maintenant, il y a aussi des citoyens canadiens qui sont détenus en Chine maintenant. Est-ce qu'on doit simplement plier devant l'intimidation, libérer cette dame-là et quelles seraient les garanties sur les différents aspects du dossier qui viendraient en contrepartie de ça? Évitons de poser un geste qui serait davantage spectaculaire qu'articulé. En suivi? Est-ce que vous imposeriez votre ligne de parti là-dessus si un de vos députés est d'avis que on doit libérer Mme Meng? Il y a une manifestation à Montréal prévue le 1er décembre. Est-ce que s'il y a un député du Bloc québécois qui se présente là, est-ce que ce serait le bienvenu? Ça n'existe pas une ligne de parti. C'est une invention des gens, parfois, qui ne savent pas s'ils ont un problème de leadership ou s'ils ne veulent pas assumer la responsabilité. Un député a été élu par ses citoyens. Si un député disait à ses citoyens, écoutez, je ne voterai pas dans le sens de ma conscience et de mes convictions parce que mon parti ne veut pas, ne mérite pas d'être député. Un député a le droit de considérer que la solidarité avec son caucus et la solidarité avec son parti est la meilleure des approches. Mais je ne dicte pas de ligne de parti. Je m'attends à ce qu'on ait des conversations à l'intérieur du caucus. C'est toujours le cas. Et à date, les gens ont eu des positions qui ont été conciliées tous ensemble. Je pense que ce serait le cas dans ce cas-ci aussi. Opératrice, avons-nous une dernière question? De nouveau, n'hésitez pas à faire étoile 1 pour toute question ou commentaire. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.